Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à un nouveau numéro de l'émission Notre Congo dans votre rubrique Sujet du jour. Sujet du jour. Sujet du jour, nous sommes ici au Musée national de la République démocratique du Congo pour quelques minutes échanger avec deux messieurs qui sont extraordinaires. Ces gens qui vont nous parler d'un sujet très important que nombreux ignorent dans notre pays. On se pose tant de questions, mais aujourd'hui, je suis avec monsieur Josué Boji. C'est un fils du pays. Il est originaire de Sud Kivu, expert en matière de gestion de conflits. Avec lui, nous allons échanger. Ensemble, il n'est pas seul. Il est venu avec monsieur Trésor Mutombo. Il est passionné de l'histoire de notre pays, du monde entier. Il maîtrise bien l'histoire de tout un peuple. Avec ces deux invités, nous allons échanger sur les sujets qui brûlent les gens. Ils n'aiment pas parler de Banyamulenge et les Banyarwanda. Monsieur Josué Boji, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup Salomon, c'est un plaisir d'être accueilli dans votre émission. Alors si je posais la question, qui est Boji? Qui est monsieur Josué Boji? Qu'est-ce que vous allez nous dire en quelques mots? Bon, disons que j'ai été longtemps un cadre politique, politico-administratif, parce que j'ai quand même occupé des fonctions pendant 6 ans, de 2011 à 2017, de directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur au Sud Kivu. Très bien. Donc ça fait quand même 6 ans qu'on a couvert l'actualité politico-administrative dans un cabinet qui gère la sécurité et aussi les affaires coutumières, donc et la décentralisation. Or, c'est sur le plan administratif où nous avons été en contact pendant 6 ans avec les réalités du Sud Kivu. Maintenant, je me suis mis en retraite de la politique, je suis consultant en matière de cohabitation pacifique, gestion des conflits. Ok. Merci beaucoup. Alors, Trésor Mutombo, vous êtes passionné de l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Qui est Trésor Mutombo? Je suis Trésor Mutombo, congolais comme vous deux. Voilà, je suis dans mon métier, en fait, je suis dans la communication, mais je suis je suis passionné par tout ce qui concerne l'histoire des peuples, surtout l'histoire pré-colonisation, comment les peuples vivaient, comment les peuples migraient, comment les peuples arrivaient à s'installer dans les différentes régions et comment tout ça s'est constitué en fait. Je ne suis pas un expert, je suis juste un passionné. Ça m'a poussé à lire énormément sur certains peuples et dans la question notamment des Banyarwanda, qui est quand même une question importante qui a déjà fait énormément de morts. On parle de 6 millions de morts. C'est une question qui est souvent évoquée. Et c'est une question qui nécessite justement que les Congolais s'y intéressent un peu plus. Au lieu de rester dans des positions préconçues, s'intéresser à la question, lire, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était et pour qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui. Alors, laisse-moi commencer avec vous. En tout cas, comme vous êtes passionné de l'histoire, ça brûle à tout moment à Kinshasa. Les gens n'aiment pas entendre les noms de Banyamulenge. C'est quoi les Banyamulenge? Il faut déjà comprendre ce qu'on entend par Banyamulenge. Voilà. En fait, il y a aujourd'hui une confusion quand on parle à Kinshasa des Banyamulenge. On pense que c'est toute personne, Tutsi, Hutu dans le pays, ou même tous les nilotiques du pays qui sont considérés comme Banyamulenge. C'est totalement faux en fait. Banyamulenge, ce sont des Banyarwanda constitués dans le Sud Kivu. D'accord. Donc ça ramène maintenant à la question, qui sont les Banyarwanda? Les Banyarwanda, ce sont des personnes, des peuples locuteurs du Kinyarwanda. Le Kinyarwanda qui était la langue parlée au sein du royaume Rwanda. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Léopold II, avant l'arrivée des Occidentaux, il y avait des royaumes qui couvraient un peu toute l'Afrique, et il y avait un royaume qui s'appelait Rwanda. Pas Rwanda pays, mais Rwanda royaume. Un peu comme il y avait un royaume qui s'appelait Congo.
il y a le pays Congo, mais il y avait un royaume Congo. C'est totalement différent. Hein. Donc le royaume Congo n'a rien à voir avec le pays Congo, tout comme le royaume Rwanda n'a rien à voir avec le pays Rwanda. Et autant on parle des Bakongo comme étant des personnes qui utilisent le Kikongo comme langue, autant on parle des Banyarwanda, des personnes qui ont fait partie du royaume Rwanda. Alors, ils sont principalement Tutsi, Hutu, et il y a une population, les Tois, mais qui ne sont pas très cités, ce sont des Pygmées. Et c'est ces peuples-là qui constituaient, partout où s'étendait ce royaume, les Banyarwanda. Pour différencier les Banyarwanda des Banyamulenge, j'ai dit tout à l'heure que les Banyamulenge étaient déjà Banyarwanda, mais qu'ils étaient dans le sud Kivu. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui Banyarwanda sans évoquer Banyamulenge sont eux au nord Kivu, notamment dans la région de Rutshuru, Masisi et un peu Walikale. Ce sont des Banyarwanda, c'est-à-dire des gens qui appartenaient au royaume Rwanda, et au moment de la délimitation des frontières, ils se sont retrouvés de ce côté de la frontière de la RDC, et une grande partie du royaume Rwanda est restée dans ce qui était devenu après le pays Rwanda. Les gens ont tendance à croire d'ailleurs, et c'est bien de rappeler un peu l'histoire, que les frontières de la RDC, en fait, quand on a tracé les frontières de la RDC en 1885, on a tenu compte, en fait, on a tenu compte des peuples qui vivaient autour, on a tenu compte des royaumes qui formaient. C'était pas ça exactement. Lorsque les Blancs se sont retrouvés à Berlin, il n'était pas question de tenir compte d'un peuple quelconque. Hein. C'était par rapport à leurs intérêts, par rapport à leur aspiration. Ils se sont dit, bon, on trace des frontières, pour la plupart ils étaient imaginaires, on trace des frontières imaginaires, et à partir de là, on va voir comment est-ce que les choses vont se présenter. Quand vous regardez par exemple la première carte de la RDC, en fait elle était tracée à la latte, et ça ressemblait même pas à la carte que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir par exemple qu'il y avait une ligne droite et ça c'était pas que pour la RDC, hein, c'est un peu plusieurs pays d'Afrique. C'est ça. Certains ont d'ailleurs des frontières qui n'ont pas beaucoup évolué. Quand vous regardez l'Égypte, vous regardez l'Algérie, vous allez voir qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a tracé avec une latte, sans tenir compte du relief, sans tenir compte de la formation des royaumes qui vivaient là-bas. Et c'est ce qui s'était passé aussi avec nous. Donc on a tracé une latte par exemple de Banana qui allait jusque vers le Kasaï. On a tracé une ligne droite qui allait du nord du lac Tanganyika jusqu'à 4 degrés au nord de l'équateur. Ce qui fait que dans la première carte de la RDC de 1885, tout le nord Ubangi, par exemple, toute la partie Ubangi-Wele n'était pas en RDC, en tout cas une grande partie. Donc c'était pour les Français, entre guillemets. Donc les frontières étaient très floues, mais on peut considérer que c'était la France, c'était la Centrafrique. Quand vous prenez cette même carte, vous allez voir qu'une partie du Kwilu, par exemple, n'était pas en RDC, c'était en Angola. Et quand vous prenez cette carte de 1885, vous allez voir qu'une partie du Burundi et du Rwanda se retrouvaient en RDC. Des villes comme Gisenyi, Tchangungu, et tout ça se retrouvaient en RDC dans cette première carte. Ah bon, évidemment, les choses ont évolué, il y a eu des mutineries, on a délaissé une partie de l'Est, et donc l'Allemagne a occupé. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que c'est finalement en 1910 que l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre se sont mis ensemble pour définir définitivement les frontières à l'Est. Mais en le faisant, on n'a pas tenu compte des peuples qui vivaient là-bas. Ça fait qu'une partie du royaume Rwanda s'est retrouvée en RDC. Une partie des peuples de la RDC s'est retrouvée aussi au Rwanda. Les gens pensent qu'au Rwanda, il n'y a que les Tutsis, les Hutus, ils sont majoritaires, c'est vrai, mais il y a aussi des petites minorités. Dernièrement, quelqu'un me disait qu'à Tchangungu, par exemple, il y a des Bachis. Je ne sais pas si Josué, qui connaît bien la cartographie, vous allez retrouver des peuples Chi de l'autre côté de la frontière, et vous retrouvez des peuples de Banyarwanda, donc du royaume Rwanda, de ce côté de la frontière. Tout comme les Rwandais, vous savez, il y a les Rwandis plutôt, vous avez les Barundis qui sont dans la vallée de Ruzizi, qui sont de ce côté de la frontière, et il y a des Barundis de l'autre côté également. Donc ça, c'est très important que les gens comprennent ça, et ça permet de déjà placer le décor. C'est ça.
sur la composition de ce qui est devenu la RDC, des peuples qui ont constitué la RDC. Il faut déjà qu'on enlève dans notre esprit qu'en traçant les lignes, on s'est dit on écarte tout ce qui est Tutsi, tout ce qui est Hutu et tout ce qui représente le Banyarwanda. Ça n'a rien à voir. Alors là, je décris la situation des Banyarwanda du Nord. Voilà. Donc ceux qui sont à Rutshuru. Les gens ne le savent peut-être pas, mais Rutshuru, par exemple, c'est en Kinyarwanda. Dans cette région-là, vous allez trouver énormément de choses, dans des rivières, le mont des collines. C'est en Kinyarwanda. Le nom même Rutshuru, c'est en Kinyarwanda. Le nom Niragongo, c'est en Kinyarwanda. Rutshuru, je crois, quelqu'un m'a dit que c'était forge ou forgeron, ou un truc comme ça. Okay. Niragongo, c'est en Kinyarwanda. Nyamuragira, c'est en Kinyarwanda. Okay. Et il y a énormément de toutes ces montagnes-là qu'on a donné les noms de... En fait, ces montagnes, ces collines, ces rivières, c'est en Kinyarwanda. À l'époque, quand on a constitué tout ce qui est cartographie, les noms qu'on a donnés, on les donnait dans la langue des personnes, des personnes qui étaient riveraines à cette région-là. Quand vous arrivez dans le Kasaï, chez moi, vous n'allez pas trouver un nom en Kimongo, par exemple. Vous n'allez pas trouver un nom en Kikongo. Ça n'existe pas. À moins qu'il y ait des similitudes, c'est des langues bantoues. Mais ça doit nécessairement être dans la langue de ceux qui habitent là-bas. Et donc, si on a donné déjà à ce territoire le nom de Rutshuru, c'est parce que sur place, les gens qui vivaient sur place parlaient cette langue-là, ils parlaient le Kinyarwanda. Donc là, je décrivais la situation de ceux qui sont au Nord Kivu. Mais j'ai dit que les Banya... La plus grande partie, ils sont à quel niveau? La plus grande partie au Nord Kivu... Des Banyamulenge. Au Nord Kivu, je les ai juste appelés Banyarwanda, mais bon, aujourd'hui, il y a des noms qui apparaissent, tu as les Banyabwisha, ainsi de suite, donc il y a des noms qui apparaissent, ça c'est au Nord Kivu. Les Banyamulenge, eux, sont au Sud Kivu. Okay. Voilà, dans le Sud Kivu, ils n'étaient pas, au moment de la constitution de l'EIC, c'est Tutsi Hutu qui étaient dans le Fizi, Baraka, ainsi de suite, qui étaient dans les hauts plateaux de Minembwe, n'étaient plus sous l'autorité du roi à l'époque de la colonisation de la conférence, c'était le roi Kigeri. Ils étaient plus sous l'autorité du roi Kigeri. Ils avaient immigré vers la RDC. Il y a un livre intéressant d'un chercheur qui s'appelle Irno, qui avait fait des recherches à l'époque, je crois que c'était en 1957, sur ces Tutsi et Hutu qui vivaient dans le haut plateau de Minembwe. Ça, c'est juste pour dire que c'est pas une situation récente, parce que les gens ont tendance à croire que les Tutsi et les Hutus, les Tutsi pour la plupart en tout cas, qu'on retrouve dans le haut plateau de Minembwe, sont arrivés avec la vague des réfugiés de 1960. C'est pas vrai, parce qu'il y a des livres précédant l'indépendance qui parlaient déjà de ces Tutsis-là. Et ce livre, qu'on peut même retrouver sur Internet, dans ce livre, le chercheur remonte l'arrivée des Banyarwanda dans le haut plateau de Minembwe, dans le haut plateau d'Itombwe. Pourquoi j'ai dit Minembwe? Dans le haut plateau, mais il fallait me corriger, c'est le haut plateau de Itombwe. Minembwe est très souvent cité. Dans le haut plateau de Itombwe. C'est Minembwe qui est plus connu, parce que nous avons vu des lettres circuler à l'époque du président Joseph Kabila, où on disait que les Banyamulenge avaient écrit au vice-président Azarias Mouberoa de tout faire pour leur donner cette montagne de Minembwe pour aller s'installer là-bas. Donc ils y étaient déjà, ça c'est pas la question. Mais c'est juste pour dire que ceux-là, on situe leur arrivée dans le haut plateau de Itombwe vers la fin des années 1700. Et en fait, lorsqu'on fait des recherches, on découvre que vers ces années-là, il y avait une grande famine qui avait frappé le royaume Rwanda, qui avait fait que beaucoup de gens de ces peuples-là avaient migré vers des régions lointaines. Et donc on peut supposer que ceux-là avaient migré vers le haut plateau. Ils avaient migré vers le haut plateau vers la fin 1700, début 1800. Et donc au moment où on crée l'EIC, on les trouve dans le haut plateau. Ils vivaient là-bas en toute sérénité avec les peuples aux alentours, donc les Babemba, les Bafulero, les Bashi et tous les peuples du Sud Kivu. Ils vivaient dans cette région-là depuis le début des années 1800, et ce sont eux aussi des Congolais comme nous.
Sauf qu'à l'époque, on ne les appelait pas encore Banyamulenge. Le mot Banyamulenge est venu beaucoup plus tard, donc on les appelait Banyarwanda. Tout comme ceux qui sont au Nord Kivu, on les appelle, et on les appelait aussi Banyarwanda, mais bon, il y en a qui essayent maintenant de se démarquer. Vous allez avoir des noms qui apparaissent pour se différencier des autres, c'est tout à fait logique. Vous êtes du Sud Kivu. Oui. Dites-nous un peu sur le plan politique, vous, en tant que politicien. Selon notre constitution, ce sont des Congolais. Hein. C'est ça. Hein. Donc déjà, sur le plan du droit, ils sont Congolais. Ce qui pose le plus problème, je crois, c'est plus un problème de cohabitation pacifique avec les communautés avoisinantes. Sur le plan historique, on peut faire remonter ça au fait que dans les hauts plateaux d'Itombwe, ce sont des régions très reculées. Okay. D'accès difficile. Ça veut dire que pendant plusieurs temps, ils ont vécu en autarcie pratiquement entre eux. Et les peuples qui souvent vivent en autarcie, ils sont comme un peu handicapés sur le plan social parce qu'ils ne rencontrent pas d'autres tribus. Okay. Et le fait d'avoir trop longtemps vécu comme ça, et aussi des cohabitations difficiles. Les Banyamulenge sont majoritairement des éleveurs. Hein, et eux, ils ont les vaches, et les vaches ont une très grande importance chez eux. Contrairement aux autres tribus qui sont aux alentours, qui sont plus agriculteurs. Donc cette différence de culture joue aussi. Vous êtes habitués à... La vache est pratiquement un élément central dans leur vie. Hein, qui est tout pratiquement leur richesse, c'est dans la vache, alors que les autres, c'est l'agriculture. Et souvent, lors des migrations, c'est qu'il y a partout où vous allez en Afrique, il y a souvent des problèmes entre les peuples pasteurs et les peuples agriculteurs. Avec les vaches, avec les migrations, il arrive souvent la transhumance, pas la migration, avec la transhumance, quand il y a des problèmes de pâturage, qu'à un côté, le pâturage, l'herbe s'est séchée, il n'y a plus suffisamment d'herbe, les peuples se promènent avec leurs animaux. Et quand ils se promènent avec leurs animaux, à la rencontre des agriculteurs, il y a souvent des dégâts, les animaux qui mangent les plantes, et ça crée beaucoup de frustration. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée des couloirs de transhumance, justement pour essayer de régler les conflits. Donc ces conflits existent, ont été, à mon avis, exacerbés chaque fois qu'il y avait des cas de transhumance. Et même quand vous voyez la coupe de conflits au Sud Kivu, la majorité des problèmes qu'on avait, c'était souvent dans la période de transhumance où les bêtes allaient dans les champs des paysans et ça créait beaucoup de conflits. Et le fait qu'on n'a pas souvent bien réglé, il n'y a pas de schéma de transhumance bien réglementé chez nous, c'est aussi un grand problème. Je rappelle qu'à l'époque, on avait travaillé sur une étude pour essayer d'avoir des schémas de transhumance qui soient bien protégés, bien réglementés, mais on n'avait pas beaucoup évolué. Donc ça a exacerbé encore plus la cohabitation entre ces communautés. Et nous avons eu aussi des problèmes de leadership politique. Ça aussi, ça a été un des problèmes qui ont exacerbé. Vous savez, quand vous êtes un leader politique, que vous recherchez des voix, très souvent, malheureusement aujourd'hui, les gens se replient sur leur tribu. Et c'est le nombre de voix que vous pouvez avoir dans votre tribu. Vous vous battez pour avoir les voix de toutes votre tribu. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on voit l'exacerbation, encore une fois, des conflits intercommunautaires et qui se passent autour justement de la gestion politique. Donc en quelque sorte, c'est vous les politiciens qui entrez aussi d'allumer le feu quelque part. Parce que vous dites que celui-là qui vient n'est pas votre frère, c'est moi votre frère. Il faut me voter, tout ça, c'est ça qui crée des problèmes aussi. Ça crée beaucoup de problèmes. Alors, quelles sont les stratégies que nous, on peut faire, vous en tant que politique? Vous savez que si vous regardez les conflits, vous verrez que très rarement dans les villes, vous trouvez des problèmes de conflit entre les populations. Vous avez très bien dit, ici à Kinshasa, on n'a pas de problème. Mais ceux de Kinshasa appellent au village. Or, ceux qui sont au village, lorsqu'ils écoutent que grand frère Abengi, en tout cas, ils sont sans cœur, ils peuvent faire n'importe quoi. Quelle est la solution? Effectivement, il faut une forte implication des acteurs politiques. Les leaders communautaires jouent un grand rôle. Nous avions organisé beaucoup d'ateliers de cohabitation pacifique et on en a organisé beaucoup aussi avec des jeunes. On a invité les jeunes étudiants, Banyamulenge, Babembe, Bafulero, des autres communautés, et on organisait des ateliers de cohabitation, de dialogue. Mais vous sentiez qu'à certains moments,
il y avait des étudiants qui sortaient à l'extérieur, ils parlaient au téléphone, et dès qu'ils rentrent dans la salle, ils changent la vie. Absolument. Vous sentez que le tempérament est complètement... Ils appelaient carrément Kinshasa. Oui, ils appelaient, bon. Et automatiquement, il y a eu une manipulation des politiques, malheureusement, et c'est eux qui donnent les lignes de conduite. Vous savez, les parrains politiques sont taquines. C'est eux qui vous trouvent un travail, c'est eux peut-être qui vous assistent pour vos études. Donc vous avez toujours besoin de votre parrain. Alors il est difficile de ne pas écouter ce que vous dit le parrain parce que vous protégez ses intérêts politiques sur le terrain. Vous savez, nous autres, nous regrettons deux fois un peu la manière de gérer notre pays par Mobutu, où il avait mis en place la politique des non-originaires dans l'administration. Ça a permis un brassage de la population qui nous a fait éviter ce que nous vivons aujourd'hui. L'historien, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais, aux autorités qui nous suivent maintenant pour la solution à nos frères? Comme vient de dire M. Boji, ils sont attaqués à tout moment. Vous savez que la situation tendue à l'Est, même si depuis 1990, elle a atteint des sommets, ça a toujours été une situation de migration en fait dans l'histoire de l'Est. Juste pour parler un peu de l'histoire, parce que c'est ce que je maîtrise le plus, mon frère Josué maîtrise beaucoup plus la donne socio-communautaire. Moi je vais beaucoup plus parler de l'histoire. Historiquement, ce que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, ce sont des Banyarwanda de souche qui sont congolais comme vous et moi, en fait. À partir du moment où leur territoire s'est retrouvé dans ce qui a constitué l'EIC, qui est après devenu Congo belge pour devenir Congo, Zaïre et puis RDC, ils se retrouvent congolais de souche, congolais d'origine. Il y a d'autres vagues de Banyarwanda en fait, d'autres catégories de Banyarwanda qui ne sont pas congolais. Qui sont aujourd'hui congolais, mais qui ne l'ont toujours pas été. Ici, je vais évoquer deux situations. La première situation, c'est celle de ce qu'on a appelé les transplantés. En fait, à partir des années 1930, la Belgique, qui était notre colonisateur à tous, donc rwandais et congolais, rwandais et burundais, avait mis en place un programme qu'on appelait la mission d'immigration des Banyarwanda. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça, c'est vraiment des problèmes de notre éducation. Nos cours d'histoire ne parlent pas suffisamment de ces choses-là. Alors, cette mission avait constitué à importer des populations Banyarwanda au Congo. C'est-à-dire que des gens qui, à partir de 1930, on avait déjà des pays, on n'était plus dans le système des royaumes, même si le pays Rwanda était constitué, était dirigé par le roi, le roi du royaume. Alors, ils ont commencé à importer des populations pour les faire travailler en RDC, pour les faire travailler dans les fermes du Nord Kivu. Certains sont partis dans les mines du Katanga. Une partie était installée dans le Maniema. Et ces gens, on les a appelés les transplantés. Ils sont venus, en arrivant, on leur donnait des cartes des Congolais. Et donc, ils étaient devenus Congolais par régularisation, en fait, par adoption. Alors, vu qu'en face, du côté du Rwanda, il y avait déjà des tensions entre Hutu et Tutsi. Avant l'indépendance, le Rwanda était un royaume, donc les gens ne le savent pas. Nous, au moment de notre colonisation, c'est les Belges qui nous dirigeaient directement. Mais lorsque les Belges ont récupéré, après la Première Guerre mondiale, la gestion du royaume, la gestion du Rwanda, ils ont gardé le roi qui était en place comme étant le dirigeant du Rwanda. Et ça fait que c'était un royaume, mais après il y a eu des tensions entre les Hutus qui étaient majoritaires et les Tutsis dont était issu le roi qui était minoritaire, jusqu'à l'abolition de la royauté, jusqu'à l'abolition qui a eu lieu un peu avant les indépendances. Alors, vu ces tensions-là, il y a eu des vagues d'immigrés clandestins. Parce que tout à l'heure, les transplantés que je décrivais, c'était des transplantés légaux, c'est-à-dire des gens qui arrivaient, qui avaient leur carte, qui s'installaient, ainsi de suite. Mais comme le Congo belge, c'était quand même une colonie modèle, où il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'argent à se faire, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à venir, c'était des immigrés clandestins. Ça, c'est la deuxième catégorie, mais qui se sont fait passer pour des transplantés. Mais qu'on considère aujourd'hui comme étant des Congolais au regard de la loi de la nouvelle constitution et de la loi sur la nationalité. Et puis il y a une vague
à partir de l'abolition du royaume Rwanda, il y a une vague de réfugiés cette fois-ci. Parce que lorsqu'il y a abolition, lorsque les Hutus prennent maintenant le pouvoir, certains Tutsis craignant des représailles vont décider de venir s'installer, en fait, de venir trouver refuge en RDC. Donc il y a eu cette vague-là à partir de 1959 et 1960-61. Lorsque le président Grégoire Kayibanda prend le pouvoir, il y a des vagues de réfugiés qui viennent s'installer en RDC. C'est difficile de le dire. Je ne pense pas qu'on avait prévu que le Congo allait connaître la déconfiture qu'il a connue. Parce que mais au moins, on savait que le Congo était riche. On était quand même une bonne colonie, donc on avait les moyens d'accueillir tous ces gens-là dans la légalité et de trouver un moyen de savoir qui est qui, en fait. Mais malheureusement, vu la faiblesse ou les faiblesses de notre administration, beaucoup de ces réfugiés, beaucoup d'ailleurs de ces immigrés clandestins qui étaient entrés se sont fait passer pour des transplantés et donc pour des Congolais, donc des Congolais naturalisés. Beaucoup de réfugiés plus tard vont aussi se faire passer pour des Congolais. Donc ça, c'est un problème qui est arrivé, mais après, il y a eu beaucoup d'autres choses. C'était très important d'en parler parce que tout à l'heure, je me suis limité à expliquer ce qu'on appelle les Banyarwanda de souche, qui sont congolais, comme vous et moi. L'armée doit pouvoir être le seul à détenir le monopole de l'utilisation de la violence dans ces régions. Lorsqu'on sous-traite le travail de l'armée, c'est ce qu'on a fait, hein, on a tendance à l'oublier, les Maïmaï ont été armés par nos forces loyalistes, parce que l'armée n'était pas capable d'agir sur place. L'armée ou l'armée congolaise les a armés, les a sous-traités pour faire son travail. Et ça pose un problème parce que ces gens-là, c'est avant tout des forces communautaires qui vont agir pour leur communauté et non pour le bien commun. C'est ça. Ce qui est différent de l'armée. Et en parlant d'instrumentalisation ou de sous-traitance par l'armée, on l'oublie aussi, les Banyamulenge ont été sous-traités à un moment par l'armée zaïroise, bon, avant le Zaïre, c'était l'armée congolaise toujours, à l'époque de la rébellion mouléliste de les années 1960. L'armée congolaise à l'époque avait armé les Banyamulenge pour combattre les Maïmaï, pour combattre les moulélistes dans la région. Et donc, il faut que l'armée arrête ça, il faut que finalement l'État puisse assumer son rôle, que l'État central puisse assumer son rôle. Ça, c'est au niveau sécuritaire, au niveau de l'armée. Il y a aussi au niveau des communautés. Bon, avant de parler des communautés, je vais d'abord parler de l'éducation. Voilà. C'est très important que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est des choses qu'on ne nous dit pas à l'école. C'est des choses qu'il faut que chacun puisse se documenter, faire des recherches, ainsi de suite. Donc nous avons cette carence-là au niveau de l'éducation nationale, où on n'explique pas aux gens comment est-ce que les peuples congolais se sont formés. On nous parle brièvement des empires, des royaumes, mais on ne nous explique pas. On plus l'accent sur le papa Simon Kimbangu, Yaya Kimpa Vita, ainsi de suite. Oui, mais on n'enseigne pas à nos enfants. Mais même eux, on n'en apprend pas tellement sur Kimpa Vita. Les jeunes ne savent pas qui elle est, les gens ne savent pas qui est vraiment Simon Kimbangu. On voit les kimbanguistes comme étant une religion, alors que il y a un volet politique derrière le combat de Papa Kimbangu. On va revenir à vous un jour sur ça. Oui, on va en parler une autre fois. Mais ça, c'est vraiment des lacunes dans notre éducation qu'il faudrait nécessairement combler parce que les gens doivent être éduqués. Je lisais un livre dernièrement où on expliquait par exemple que les Baoundés qui sont au Nord Kivu étaient tellement en harmonie avec les Banyarwanda qu'ils payaient chaque année, ils payaient régulièrement un tribut au Mwami du royaume Rwanda pour sa protection et ainsi de suite. Donc c'est des peuples qui se protégeaient mutuellement, c'est des peuples qui arrivaient à travailler ensemble et malheureusement à cause des manipulations politiques ont commencé à s'affronter. Donc ça c'est au niveau de l'éducation. Je vais finir par le côté communautaire. Très bien.
il faut qu'au niveau des communautés, le rôle des chefs coutumiers, mais ça c'est un problème qu'on doit nécessairement évoquer dans ce pays. Ça aussi, ça a un volet politique, parce que les chefs coutumiers sont des politiciens en fait. Les chefs coutumiers sont des politiciens, et moi je suis d'avis, c'est peut-être un point de vue qu'il faudra que j'explique un peu plus tard, je suis d'avis qu'on puisse mettre fin au système des chefs coutumiers. Il faut qu'on revoie fondamentalement notre territorial, parce que quand vous regardez la plupart des conflits que nous avons dans ce pays, que ce soit même au niveau civil, hein, vous allez au palais de justice, on va vous dire que la majorité des dossiers qu'il y a là sont des dossiers fonciers. Les dossiers fonciers, parce qu'un chef coutumier a vendu une terre qui normalement à 2-3 personnes, et puis la terre appartenait à l'État. On a une loi qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais vous avez des gens qui disent bon, ça appartient au chef coutumier. Donc, bref, c'est un tel, permettez-moi le terme, un tel foutoir que pour moi, mais il faudrait qu'on envisage, in fine, à mettre fin au pouvoir coutumier, que l'État délègue le travail à ses agents à lui. Parce qu'il y a une sorte d'antinomie, il y a une sorte de schizophrénie qui se crée dans les populations congolaises. Lorsque vous dites que le pouvoir s'acquiert par les élections, par nomination, ben, il y a un pouvoir parallèle qui s'acquiert par hérédité. Ça pose un problème. Vous savez que dernièrement, il y a quelque temps, en Zambie, je crois, c'est en Zambie ou en Angola, il y avait eu un problème communautaire, il y avait eu un problème foncier, où ce pays-là a été obligé d'appeler le Moite, qui est ici au Congo. Donc vous avez un chef coutumier politique qui gère au-delà même de la frontière du pays. Vraiment. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs qui crée toujours des tensions à l'Est, c'est que les populations Banyarwanda qui sont de ce côté dépendaient du roi qui était de l'autre côté, qui était au Rwanda. C'est ça. Et tout ça, c'est des problèmes. Il faut que les populations, il faut que le gouvernement, il faut que nos institutions réfléchissent à comment aborder la question du pouvoir coutumier, de telle sorte que l'État soit le seul à pouvoir déléguer le travail, que ce soit ses propres agents, qu'ils soient élus, nommés ou je sais par des voies légales, pour pouvoir assumer le rôle de l'État. Je crois grosso modo que c'est un peu ça les solutions auxquelles moi je pense. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais ça demande beaucoup de courage politique qu'il faudrait avoir. Bon, je ne sais pas si nos politiciens à l'heure actuelle ont vraiment envie de mettre fin à ça, ont vraiment envie que les choses changent, mais s'ils en ont l'envie, bah, ils y arriveront. Merci beaucoup. Ils ont besoin de mettre de l'autre parce que on doit reconstruire le Congo. Je vais terminer avec vous en tant que politique. J'ai commencé avec l'historien. Oui, je termine avec vous en tant que politique. Le problème des chefs coutumiers. Voilà. Oui, vous voulez ajouter un mot, oui. C'est un peu compliqué. Hein. Je pense que notre faiblesse, ce n'est pas tellement dans les chefs coutumiers, c'est dans le respect de la loi. C'est un état de droit. Donc nous avons des lois et il faut respecter ces lois. Il ne faut pas que les lois, parce qu'il y a une influence politique, on saute. Donc c'est un peu de ça dont nous souffrons. Il faut faire respecter la loi. Donc on peut déplacer les chefs coutumiers et avec les autorités administratives, les mêmes problèmes peuvent être posés parce qu'on ne respecte pas la loi. C'est plus des sentiments qui gèrent le pays. Mais alors, il y a déjà une loi qui organise l'autorité des chefs coutumiers et qui dépendent directement de l'autorité administrative. Ils sont gérés par toute une législation. Mais si cette législation, on la mettait réellement en pratique, en application, on éviterait beaucoup de conflits. C'est vraiment l'établissement, même les conflits qui se passent aujourd'hui à l'Est, c'est beaucoup plus parce qu'on ne respecte pas la loi. Le droit n'est pas respecté. Parce que quand on arrête un chef coutumier, la population, vous le savez, les chefs coutumiers au village est comme un petit roi de télé. Quand on l'arrête, la population se soulève, tout le monde. Il y a un désordre, les gens ne vont pas sortir, ne vont pas travailler ces jours-là parce qu'on a arrêté notre chef. Vous voyez, tout ça, ça met un peu de frein par rapport à ça veut dire, c'est pour ça que vous savez, le pouvoir vient de qui? Du peuple. Oui. Ça veut dire que si le peuple veut ça,
vous allez vous attaquer au peuple pour l'obliger. Vous savez, c'est ça aussi les problèmes de la démocratie. Mais simplement, il y a des règles qui doivent être respectées. Ça veut dire que si le chef coutumier est en infraction, il doit être arrêté. Là, c'est l'autorité de la police, parce qu'il y a une infraction, et que cette infraction, que tu sois député, que tu sois qui, même les députés, on les arrête. Mais il y a des conditions, toute une procédure qu'il faut respecter, mais personne, nul ne peut se prétendre être au-dessus de la loi. Donc, et c'est ça le problème que nous avons. Il y a des personnes qui se comportent comme s'ils étaient au-dessus de la loi, et là, ce n'est pas bon. C'est vraiment l'établissement d'un état de droit. La population de la planète est en train de s'accroître. Ah, mais cette population, elle s'accroît. Elle doit aller vers des terres. Sinon, on arrête de mettre au monde. Aujourd'hui, la population du Rwanda est autour de 12 millions. On pense que d'ici 30 ans, ils seront peut-être autour de 50 millions. Mais vous imaginez, ils vont aller où? Donc ce sont des choses que le gouvernement dit, c'est prévoir. C'est qu'il faut déjà aujourd'hui que le Congo, qui a des vastes étendues, il faut que nous nous mettions à réfléchir, à dire, mais écoutez, nous, il y a des gens qui peuvent émigrer. Comme aujourd'hui en Europe, il y a des immigrations. Il y a tout, avec les problèmes qui s'est passé en Syrie, en Irak, il y a beaucoup de ces populations qui viennent en Europe. Mais c'est réglementé. Il ne faut pas venir comme si on entrait dans n'importe quel trou, chacun entre comme il veut. Non. Aujourd'hui, si l'Europe est forte, c'est parce qu'elle s'est regroupée en ensemble économique. Et le Congo tout seul, si nous ne pensons pas ensemble économique, nous serons faibles. Donc nous devons nous regrouper. Nous devons maintenant, aujourd'hui, nous devons avoir la pensée Afrique. Nous devons avoir des regroupements qui regroupent comme le CIRGL et tous ces regroupements qui doivent, l'OUA, qui doivent être beaucoup plus forts. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission avec monsieur Josué Boji, expert en matière de gestion de conflits, et puis monsieur Trésor Mutombo, fils du pays, passionné de l'histoire, quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire de notre pays. Je pense que vous avez aimé cette émission. S'il y a des questions à poser, le numéro de téléphone est là. Vous pouvez toutefois nous appeler ou bien écrire sur le WhatsApp. Vos commentaires également nous fera du bien. Merci beaucoup à Olivier Mpoutou qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à notre assistante, la Raïssa, qui était avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup à notre mission nationale. Tout ça, on a beau cadre au besoin mona. Ils n'ont pas mondelé, ils n'ont pas biso na Congo na Kinshasa. C'est le musée national qui nous a accueillis ici pour nous donner cet espace, afin que les Congolais puissent réfléchir autour de notre problème. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous arrêtons notre émission. Si j'ai du jour avec vous dans notre Congo, restez branchés dans la RTNC Afrique Active Télévision. Je vous salue tous en Europe, partout à travers le monde. Au revoir et à la prochaine. Si j'ai des jours, l'entretien entre nous.